Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Paninicast. Une émission spéciale, on pensait même à lui donner un peu une espèce de nouveau nom, quoi. À l'intérieur du Paninicast, on mettrait ça sous le label Made in Panini. Hein, c'est encore à déterminer, hein, vous nous direz ce que vous en pensez. Mais c'est du coup une nouvelle série d'émissions qu'on lance où, vous savez, on fait des émissions à thème, hein, comme celle qu'on a fait sur l'univers Ultimate, par exemple, avec Jérémy Manès. Ou l'émission sur l'histoire des comics LGBT et de la représentation qu'on a fait aussi avec Adrien Bellassel. Mais sinon, on fait des émissions qui sont sur les sorties du mois, voilà, régulières comme ça. Et là, ce sera donc un nouveau type d'émission où on va inviter des gens qui travaillent chez ou pour Panini Comics et qui vont nous expliquer leur parcours, ce qu'ils font, des anecdotes qu'on espère drôles. Hein. Donc, on compte sur toi, Jérémy, pour être amusant. Divertis-nous. Donc on a décidé d'ouvrir le bal, vous le savez sans doute, hein, vu que vous avez cliqué sur l'émission pour l'écouter, sur Jérémy Manès, donc qui est notre invité à Émile et moi ce jour. Bonjour Jérémy. Bonjour. Je suis passé en Old Man Jérémy. Voilà. C'est le running gag du Old Man Jérémy. Il revient, il était jamais parti. Oui, évidemment, on se retrouve donc plusieurs semaines après la sortie de l'épisode Ultimate. Je dis plusieurs semaines, j'en sais rien. On enregistre les deux émissions le même jour, évidemment, parce qu'on n'est pas complètement débile et on essaye de faire les choses de manière organisée. Voilà. Qui êtes-vous ? Mais après, promis, il n'y en aura plus. On te réinvite plus jamais après ça, Jérémy. Ah bah oui. Bon, du coup... Avant, je faisais son travail à lui. Je m'occupais des gens sur Internet. Et puis à un moment, ils m'ont dit, maintenant tu arrêtes. Oui. Laisse les gens tranquilles. D'ailleurs, raconte-nous ton parcours, peut-être, c'est le moment. Je rebondis sur ça pour te dire, raconte-nous ton parcours chez Panini. Oh la vache. Et ça a commencé en 98, pour te dire que ça fait donc plus de la moitié de ma vie que je travaille chez Panini, en vrai. Et le coup de vieux. Et je vais me pendre, donc. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis. Et en fait, je suis rentré par Panini de façon complètement fortuite, puisque moi, je suis plutôt dans le théâtre. J'écrivais pas encore des pièces d'ailleurs. Je jouais et puis voilà, j'étais surtout fan de comics freelance, on va dire. Et au début d'Internet, moi, les premières choses que j'ai faites, c'est d'aller discuter avec des fans de comics sur les newsgroups. Ça s'appelait comme ça les forums avant, les newsgroups américains. Et voilà, c'était vraiment pour ça que j'avais pris Internet, donc j'étais content. Et puis je crois que je discutais de la saga du clone d'ailleurs, avec des fans américains parce que nous on était en plein dedans et tout. Et puis un soir, j'ai un mail de Marco Lupoy qui me dit c'est pas souvent qu'on voit des fans français sur les newsgroups américains. Je suis Marco Lupoy, je suis rédacteur en chef de Marvel Europe. Merci de nous lire, etc. Moi, ayant quand même une certaine expérience pour ce qui est de mettre les pieds dans la porte, j'ai renvoyé un mail aussitôt en disant voilà, je suis auteur, je lis des comics. Si vous avez besoin de gens, surtout n'hésitez pas. Et il se trouvait que la structure, elle existait en fait depuis 1 an, puisque Panini Comics c'était Marvel France d'ailleurs à l'époque, avait démarré en 97. Et en gros, ils étaient 4, c'est-à-dire qu'il y avait Marco, il y avait Sébastien Dalin, il y avait Pierre-Jean Reboton à l'époque, et un jeune homme dont j'ai oublié le nom, hélas, dont j'ai complètement piqué la place en plus, et qui était là au premier Angoulême où je me suis présenté. Ils étaient 4 avec 3 tables. Quand on voit maintenant les stands qu'on peut avoir sur les salons, je crois que j'ai vu la photo. Vraiment 3 tables avec tout ce qui était sorti, quoi, puisque ça n'existait plus depuis 1 an. Et voilà, en fait, Sébastien Dalin, il m'a demandé un article de test. À l'époque, je me souviens, j'avais fait un article sur le professeur Xavier, sur Onslaught, etc. Voilà. Et en fait, quelqu'un qui connaissait vraiment les comics et qui savait écrire, ils avaient vraiment beaucoup besoin de ça parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Ils étaient pas beaucoup, ils étaient pas nombreux. Donc je suis rentré à cette occasion-là. J'ai commencé par faire les courriers des lecteurs, j'ai commencé par faire des éditos, beaucoup. Et puis de fil en aiguille, moi c'est vrai que j'avais toujours envie d'essayer la traduction, quoi, parce que voilà, forcément quand on lit ça depuis des dizaines et des dizaines d'années, non seulement on a des envies, mais
on voit aussi les petites fautes qui peuvent être faites, les petits contresens qu'il peut y avoir dans certaines traductions. Et moi, j'avais plusieurs fois envoyé des courriers disant mais c'est jamais malin parce qu'en fait ils reçoivent des courriers de gens qui veulent être traducteurs à la place des traducteurs et pour évaluer la capacité, ils demandaient aux traducteurs et traductrices, c'est surtout des traductrices à l'époque d'ailleurs, ils demandaient aux traductrices de dire bon, qu'est-ce que t'en penses, et en général elles disaient bah non. Parce que il faut bien dire que c'est une niche assez confortable, la traduction de comics, parce que on a une expertise qui est difficilement imitable, on est difficilement remplaçable par une intelligence artificielle. Si vous passez un texte de comics à Google Trad, ça va être une catastrophe. Et en plus, ça va être repéré en 3 secondes par tous les fans de comics qui connaissent ça depuis longtemps, quoi. Mais du coup, j'ai attendu, je continue à faire des articles, etc. Et en fait, c'est l'époque où Panini a récupéré à un moment la licence DC, qui a fait que j'ai pu vraiment passer à ça. J'avais déjà commencé à bosser un peu sur les plannings éditoriaux avec l'équipe. Je faisais de temps en temps des allers-retours à Modène. Et on travaille sur les plannings éditoriaux et sur le planning DC, en particulier sur le planning Vertigo. J'avais des idées assez précises de ce qu'il fallait absolument qu'on fasse, quoi. Et il fallait absolument que ce soit quelqu'un de très précis qui les traduise. et donc j'ai un peu vendu le truc comme ça. Et en fait, il se trouvait qu'il y avait une telle masse de travail en plus qui arrivait chez Panini que les traductrices historiques pouvaient plus suivre, en fait. Donc ça s'est fait finalement assez facilement. Et puis comme en plus c'était une époque où j'avais pas encore d'enfants, etc. Je travaillais assez rapidement et assez efficacement et tout ça, et donc assez vite je me suis retrouvé à traduire beaucoup de choses. Comme quoi, chez Vertigo par exemple? Ah bah alors chez Vertigo quasiment tout. Tout ce qu'on faisait. C'est-à-dire j'ai commencé par dire Preacher c'est pour moi. J'ai repris la traduction de Y le dernier homme, la traduction de Hundred Bullets, et puis j'avais pas mis la main sur Transmétropolitan, mais il se trouve que ils sont je sais plus qui devait la faire, mais ils sont fâchés avec lui ou elle à l'époque, etc. Et puis un jour c'est Mathéo qui m'a envoyé, je fais bon, est-ce que tu veux faire Transmétropolitan? J'ai dit bien sûr que je veux faire Transmétropolitan. Et donc alors, Mathéo, je précise, c'est Matteo Losso, donc qui est le coordinateur éditorial Marvel et on va dire une des grosses têtes Marvel niveau connaissance chez Panini. C'est The Homme de l'ombre, mais oui, on espère l'avoir un jour. Essentiel à Panini, c'est le gros rouage de l'horloge. Je suis sûr qu'il viendra une émission comme ça à un moment. Ouais, on a déjà un peu tâté le terrain. Il trouve qu'il parle pas assez bien français, mais je dis que si. Et alors, il se trouve qu'il y a pas longtemps, en fait, j'ai fait un listing en fait de toutes les trades que j'ai faites, parce que j'étais curieux de savoir un peu le nombre de pages que j'avais traduites en fait depuis le début de ma carrière de traducteur, qui est autour de 2005-2006. Et en gros, le premier album complet que j'ai traduit, c'est le Captain Britain d'Alan Moore. Autant vous dire que ah oui, je suis pas passé par le petit bain, quoi. Et ensuite, voilà, il y a eu beaucoup de trucs de DC qu'il a fallu reprendre assez vite, etc. Voilà, les séries Vertigo qui m'occupaient pas mal. Et en fait, curieusement, Marvel, c'est pas ce que j'ai récupéré tout de suite. C'est venu petit à petit parce que voilà, il y avait déjà des gens qui étaient sur les séries et tout. En fait, c'est à l'époque en gros de Marvel Now où j'ai pu prendre plus de place du côté de Marvel. D'autant qu'entre-temps, il y avait plus d'ici, donc j'étais devenu un traducteur à part entière de Panini et il fallait me donner du travail. D'accord, ouais. Donc la traduction, t'as commencé ça vraiment du coup vers 2005, c'est ça? 2005-2006 2005-2006, ouais. Je traduisais des articles à l'époque où on publiait Wizard. Il y a eu une époque où on faisait l'adaptation du magazine américain Wizard et je traduisais les articles, certaines BD qu'il y avait dedans, et j'écrivais par ailleurs des articles pour la revue, en fait. On faisait des articles franco-français. Wizard, qui était la revue de référence en matière de comics pendant des années, avant de disparaître, parce que l'industrie du papier, quand même, se pense. Oui. Et de la presse aussi, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Mais d'ailleurs, tu étais aussi community manager à un moment donné. Tu l'as évoqué au début de l'émission, mais... Absolument. J'étais... justement, à l'époque, c'était des forums.
pareil, c'était quelque chose qui n'existait pas, où du coup j'étais un petit peu libre de gérer ça comme je l'entendais, mais il y avait quand même des voix à gérer parce qu'il y avait des gens avec des fortes personnalités, des trolls, dont certains qui sont devenus très célèbres, coucou Master, qui travaillent maintenant avec Marvel, hein, et comme quoi ça mène à tout de harceler les community managers. On va se prendre un procès avec toi. Mais il n'y a pas de rancune, j'aime beaucoup. Et puis ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Il y avait toute une communauté de fans de comics qui débarquaient à chaque Angoulême pour réclamer les X-Babies. À tel point que Sébastien Dalin devait se planquer derrière le stand pour pas qu'il le trouve et tout ça. Et puis à un moment, je disais, écoute, faisons l'album X-Babies. Et puis je le traduis comme ça, ils seront contents. Etc. Et donc il est assez collector cet album parce que c'est vraiment les fans qui l'ont exigé en fait. Et puis je crois qu'il s'est bien vendu en plus parce qu'il a été réédité après et tout. Et moi dans la traduction, j'ai même casé des petits refs aux fans de l'époque qui nous suivaient sur les forums. Donc si vous arrivez à le retrouver, c'est vraiment un objet particulier quoi. Ouais. Donc tu veux dire que si jamais des gens réclament un comics, il faut qu'ils séquestrent la fille du DG de Panini, c'est ça du coup? Je sais pas si ça marcherait encore. Et puis il faut dire que maintenant on publie quand même à peu près tout, donc que réclamer. Et puis même des fois des trucs tard. Hein. Il y a des trucs qui sont apparus au planning. Si vous saviez le temps depuis lequel on se bat pour les avoir. Il y avait quoi? Il y avait Alpha Flight, l'Escadron Suprême, mais on y reviendra. Ouais, et puis en février il y a Truth. Ouais, Captain America. Voilà, Captain America Truth, qui est un truc, voilà, des trucs qu'on a milité. L'Escadron Suprême, dont on avait parlé dans la dernière émission à la fin, que moi je militais en disant c'est pas possible qu'à un moment on n'ait pas ça dans le... Et puis à un moment c'est venu, et puis du coup j'ai pu le traduire, donc j'étais très content, parce que ça faisait longtemps que je me battais dessus. Et puis des choses comme Alpha Flight, Excalibur aussi, non, je crois. Excalibur, il y a eu plusieurs tentatives en fait, parce qu'à un moment on avait commencé en Marvel classique. En kiosque, ouais. Ouais. Il y a eu des best-of aussi, non, je crois. Ouais, c'est possible. Enfin, c'est des choses comme ça. Il y a certains trucs de vintage en fait, qui des fois prenaient pas. Et puis il y avait une époque aussi où on tirait des conclusions d'un truc qui se vendait pas en disant ça c'est à peu près pareil. Et puis on disait non, il y a Burn et Burn, enfin des choses comme ça, etc. Et puis dans le cas d'Alpha Flight, c'est vrai que des fois en Italie c'est pas forcément la même popularité qu'en France, de ce que j'ai compris. Absolument. Et c'est vrai que du coup la rédaction des fois pouvait estimer que Alpha Flight était un peu moins, était pas si fort que ça, alors qu'en France, pour le coup, c'est pas la même. Il y a cette espèce d'héritage de la période Strange en fait, qui était parfois un peu sous-estimé de la part de la maison mère. Ce qui est normal quand on n'a pas été là et qu'on n'a pas grandi, de même que je m'inquiète pas pour Rome une fois qu'il sortira pour de vrai. Ça fait un moment que je l'ai traduit là, celui-là. Et que donc c'est moi qui traduis Rome aussi, voilà. Comme ça, j'en profite pour le dire. Mais il y a des choses, et Alpha Flight, typiquement, ça faisait partie des choses. Et c'est pour ça que si jamais d'ailleurs la suite d'Alpha Flight était publiée finalement aux États-Unis, je pense que ça vaudrait le coup aussi de continuer, parce que tout ce qui a fait le sommaire de Strange en fait a un côté immédiatement nostalgique très très fort, y compris le côté anthologique. C'est aussi quelque chose où il y a pu y avoir beaucoup de débats pendant très longtemps au sein de la rédaction de Panini. Est-ce qu'on fait des 48 pages? Est-ce qu'on fait des anthologies plus larges et tout ça? Et c'est vrai qu'en France, on a toujours eu, au contraire de l'Italie par exemple, cette passion d'avoir des volumes un petit peu plus épais. Et maintenant, on s'est arrêté un peu là-dessus, d'une manière générale. Et du coup, pour recadrer un peu la discussion, tu sers aussi de consultant pour nous, en fait. Ouais, alors ça a été on et off, on va dire. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai été consultant. Ensuite, il y a eu, pour être complètement transparent, il y a eu le moment où on a perdu les droits de DC, où ça a été un peu compliqué à gérer pour moi, parce que Jules de chez Smith en face voulait récupérer mes traductions, voulait m'en proposer d'autres. Il y avait des choses pour moi qui étaient très difficiles à refuser. Et à côté de ça, je trouvais ça pas même pertinent pour moi, pas justifié de continuer à être consultant tout en étant des deux côtés. Donc il y a eu un moment où j'ai dit c'est mieux que je sois simplement traducteur, etc. Et puis
le temps passant, il y a quand même un moment une histoire qui se crée sur voilà, on est sur presque enfin plus de 25 ans chez Panini. Donc on me demandait mon avis régulièrement, etc. Et puis au fur et à mesure, je suis revenu. Et puis il y avait plein de gens nouveaux. Émile Marambert, tu vois qui disait. Et puis Aurélien Vive que j'avais fait rentrer par une porte de derrière à un moment. Community manager. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, tu t'es fait grand remplacer par le barbu en fait. Complètement, voilà. Ouais. Et ma barbe à moi pousse pas assez vite. Faudrait l'image là pour comprendre, hein. C'est pour pas avoir l'impression qu'on fait des blagues racistes. Non, puis vu qu'on décide du poste de community manager en fonction de la longueur de la barbe, et forcément c'est moi. Voilà. Tu faisais le plus geek d'entre nous, c'est pour ça. Mais pour revenir, oui, justement, Aurélien, on s'est connus comme ça. Il était sur. Alors, c'était plus des forums, si c'était des forums. Si. Moi, je suis sur les forums. Je suis arrivé en 2000 ou 2001, donc. C'est ça, mais c'était sur une version du site. Un grand classique de Panini, ça a toujours été les nouveaux sites Panini, et donc à chaque fois il y avait un nouveau forum, etc. Donc on transvasait tout le monde et tout ça. Et à l'occasion d'un nouveau forum, et on s'est rencontrés avec Aurélien, et on repère assez vite en fait les gens qui d'une part temporisent un peu les débats, etc. Voilà, sont passionnés, mais en même temps aident le community manager à pas flinguer tout le monde. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, il y avait aussi beaucoup de gens qui postaient des spoilers sur les forums. Oui. Et vu que toi, en fait, t'avais une vie, alors qu'à ce moment-là, moi, non, pas trop, j'étais tout le temps sur les forums. Tu m'avais demandé à moi et à un autre membre du forum qui s'appelait Thierry, tu nous avais filé les pouvoirs pour justement supprimer les spoilers ou les faux comptes ou les trucs comme ça. Tant que t'es pas là, gérer les mômes pendant que je suis pas là. Et voilà, et on faisait ça de manière complètement bénévole. Mais après, quand Panini a voulu plus d'agents français dans leur rang, c'est toi notamment qui a dit il y a le petit Aurélien là. Voilà, j'en ai proposé 2-3 qui étaient vraiment des gens du forum, etc. Parce qu'à un moment, on avait besoin de gens pour écrire des éditos, des nouvelles voix, etc. Et puis voilà, il y avait Aurélien, il y avait Dorian à l'époque, il y en avait quelques-uns comme ça que j'avais proposé, et de fil en aiguille, voilà. Si maintenant on est collaborateur de longue date, parce que ça fait un moment, tout ça. Et du coup, tu as passé la main quand Parce que tu as commencé quand comme team manager et jusqu'à quand du coup Moi j'ai commencé très tôt, donc dès qu'il y a eu des forums, je pense peut-être pas 98, mais je pense en 2000-2001, il y a eu un site opérationnel. Et toi, quand est-ce que t'as repris ça s'est fait petit à petit, hein? Ouais, parce que pendant un moment aussi, c'était quand tu partais en vacances, je récupérais la gestion de la page Facebook ou des choses comme ça. Mais du coup, vers 2014, j'ai envie de dire, ça doit faire 10 ans, un truc comme ça. Ouais. Et alors pour lui jeter un petit peu des fleurs, j'ai jamais poussé les pages Panini, etc. comme il le fait là de façon militarisé presque en programmant des trucs avec une présence costaud quoi. Moi fallait pas me demander plus d'un post par jour parce que j'avais d'autres choses à faire quoi. Mais à vrai dire c'est des choses, c'est bien que ça tourne de temps en temps parce que surtout il y a une lassitude. Non, ça va. Tiens d'ailleurs Aurélien, puisque Jérémy en parle. Mais je te sens au bord on a du bord, notre quatrième invité, la personne qui va te remplacer du coup. C'est pas moi, parce que je suis un berbe du coup. Voilà. Non, ça n'ira pas du tout. D'accord, bon ok, après tu l'as évoqué, mais du coup tu travailles pour d'autres éditeurs, tu fais des traductions pour qui? Donc pour Urban, pour nous, ensuite pour... C'est tout, il y a eu une vague tentative avec à un moment les Humano, ils se sont lancés dans le comics et ils m'ont demandé un album, j'ai dit... ok, mais il faut vraiment me le filer à l'avance parce que là, je suis charrette sur plein de trucs, donc il faut que j'ai une visibilité. Ils m'ont dit, pas de problème.
voilà, les 2 premiers épisodes pour dans 2 mois, super. Et puis ensuite, quand il m'a envoyé les épisodes d'après, c'était pour dans 2 jours. Et j'ai dit, bah non. Et puis à un moment, voilà, c'était aussi des choses qui m'intéressaient moins. On a tendance à se spécialiser sur ce sur quoi on travaille, en fait. C'est-à-dire que il y a des séries que je découvre vraiment parce que je travaille dessus, en particulier en face, quoi. Parce que souvent, il me propose des one-shots qui sont des trucs que je connaissais pas du tout, en fait, et puis que je découvre et que je suis content de découvrir, etc. Et puis, il récupère pas mal de mes anciennes trades aussi que j'ai pu faire à l'époque de Panini. Ce qui est assez gratifiant parce que, voilà, c'est qu'on vous dit, bon, bah, vous avez plutôt bien travaillé, a priori. Et sur Panini, maintenant, je suis à une place où je peux en quelque sorte faire mes courses. C'est-à-dire que en plus comme je participe un peu au planning, je rebondis sur les choses, etc. Bah ça m'arrive effectivement, on parlait de Mathéo, de dire les trucs Hickman là, je vois qu'il revient en force. Déjà j'avais raté la période la période Krakoa parce que je faisais trop de trucs à ce moment-là, donc ça m'avait un peu agacé. Mais voilà, régulièrement, ouais, ça m'arrive de dire ça. Et puis des fois j'ai même pas besoin de le dire, à vrai dire, parce que pareil, Mathéo, ça fait tellement longtemps qu'il est là qu'il sait très bien ce qui me plaît et ce sur quoi je vais être costaud. Et puis voilà, il y a eu un moment et puis il y a des phases aussi, il y a des choses, à un moment on a une lassitude. C'est vrai, en sortant par exemple sur Deadpool, moi j'adorais traduire Deadpool, mais derrière à la fin du run de Gann, bah j'ai eu un petit burn-out sur Deadpool. J'en ai tellement fait pendant longtemps parce que j'avais fait avant la période Daniel Way et tout. Et à un moment j'ai dit à Mathéo, écoute, trouve quelqu'un d'autre pour Deadpool, on verra plus tard, etc. Mais c'est très très, pour un traducteur, c'est une des séries les plus jouissives à faire. Enfin, à vrai dire, surtout en ce qui me concerne de la période Daniel Way, parce que c'était là où vraiment le 4e mur il volait, mais tout le temps en fait, et on pouvait faire des blagues au public français sans se poser de questions, en fait. C'est-à-dire que il y a des blagues un peu intraduisibles que je remplaçais par une vanne destinée au public français. Je pouvais même en faire cas dans le texte, parce que Deadpool, il pouvait avoir conscience qu'il était traduit en français. Donc il y avait vraiment des choses où je m'amusais bien, et je réécrivais quoi, quasiment des passages quoi. Et c'était assez chouette ça. C'est un des personnages que tu aimes le plus traduire du coup, ou t'as d'autres séries? J'aime beaucoup traduire Deadpool parce que c'est sale gosse, et puis ça correspond, comme moi j'écris des comédies pour le théâtre, ça correspond facilement à mon genre d'écriture. Tout ce qui est comédie, en fait, tout ce qui est dialogue de comédie, c'est là où j'ai vraiment pas de soucis. Voilà, les vannes intraduisibles, je les prends comme un défi de trouver un truc qui puisse, si ça peut pas garder le sens, parce que des fois c'est impossible sur une vanne, de retrouver une vanne qui va provoquer le même effet que pourrait avoir un lecteur américain en lisant en anglais, quoi. Et au-delà des personnages, est-ce qu'il y a un auteur que tu préfères traduire? Alors peut-être plusieurs auteurs d'ailleurs. Hickman, je suis assez fan, je dois dire. Et puis voilà, on en parlait la dernière fois. Il y a Hickman et Hickman. Il y a le Hickman très épique, voilà, qui va faire des choses où il y a peu de phrases, mais c'est très très au but, etc. Et puis il y a le Hickman dialoguiste, que là on a plus découvert, je dirais, avec Gods et Ultimate Spider-Man, et que moi j'aime beaucoup aussi parce que c'est aussi une approche des dialogues que j'aime bien, qui correspond. C'est comme en face je traduis tout ce qui est Brian Vaughan, et on a vraiment, sans me comparer, j'ai beaucoup de facilité à traduire ces dialogues parce que c'est la façon dont j'écris moi, quoi. Donc c'est souvent très fluide pour moi de mettre dans du Brian Vaughan parce que ça correspond. Et Hickman, il y a un peu ça aussi. Ensuite, j'aime beaucoup Gillen, Kieron Gillen, pareil, ça fait partie des auteurs vraiment et puis je me retrouve un petit peu systématiquement sur ce qu'il fait chez Marvel, donc je suis content parce que il y a ça aussi, on me propose quasi tout le temps les crossovers, parce que parmi les traducteurs, je suis sans doute celui qui lit le plus le résultat fini et qui a le plus conscience de où en sont les différents personnages, etc. C'est pas à leur jeter la pierre, je pense, que de dire qu'il y a des traducteurs et des traductrices qui font ça depuis longtemps et pour lesquels c'est aussi un métier, et qui vont pas se replonger dans des comics une fois qu'ils ont fini de traduire leur truc, quoi. Moi, ça reste ma passion, et du coup, j'ai une vision assez claire de la trajectoire des personnages. Et
quand on arrive sur un event qui va impliquer tout le monde et puis être l'aboutissement de plein de choses sur plein de personnages différents, bah j'ai un avantage là-dessus parce que je me pose pas trop de questions en fait, c'est parce que j'ai tout suivi. Tu l'as cité un peu plus tôt en disant que c'était une de tes premières traductions, et je me rappelle d'articles pour ton blog où tu parlais des fois des nœuds dans le cerveau que tu avais dû faire pour traduire. Alan Moore, c'est un auteur que tu aimes traduire ou qui représente juste un challenge? Et alors c'était très très ambivalent comme relation, la relation à Alan Moore. Moi, j'adore parce que c'est excellent et puis c'est motivant et puis il y a toujours une forme de... J'ai l'impression que quand on se retrouve à traduire une œuvre, on entre plus dedans en fait que n'importe qui en la lisant en fait. On est tellement obligé de s'attacher au sens de chaque phrase, des fois de chaque mot, que un truc comme Promethea, on peut pas le traduire à toute vitesse, c'est pas possible. J'ai pu passer une journée sur une bulle de Promethea, ce qui m'arrive pas. Alors ce qui est bien, c'est d'avoir des choses qui se compensent, voilà, de faire un peu de Hulk après du Alan Moore, ça nettoie un peu. D'avoir quelques Avengers rassemblements en page double, voilà. Mais ça reste un plaisir. Après, sur Alan Moore, j'ai traduit les trucs que vraiment le Captain Britain, c'était vraiment quelque chose qui est en plus fondateur de pas mal d'aspects des X-Men et de Excalibur principalement, et j'étais content de revenir dessus parce que on a commencé par traduire un Best of Marvel, donc il y a 18 siècles, et puis récemment on a ressorti l'omnibus où il y avait toute la période pré-Alan Moore, où il y a déjà Alan Davis qui arrive, etc., et qui complète aussi, qui amène plein de personnages qu'on retrouve après dans la série, quoi, et dans Excalibur et chez Chris Claremont. Et c'est vrai que ça fait partie des plaisirs de réexplorer ou des choses qu'on connaît, des grands classiques, comme le Alpha Flight, effectivement, ou même là je suis sur les New Warriors, qui est assez que je redécouvre avec beaucoup de plaisir, quoi. Des choses que j'ai lues quand j'étais gamin et que du coup je retraduis. Et puis des espèces d'angles morts qui avaient de trucs qui étaient référencés sans arrêt mais qu'on ne voyait jamais, comme le Captain Britain d'Alan Moore, quoi. Des choses comme ça, ou en traduisant l'Escadron Suprême de temps en temps, où je me suis aperçu, ah oui, mais ces pages-là n'existaient pas en fait dans la version que je connais, parce qu'il y avait aussi des pages qui avaient sauté à l'époque parce que censurées ou parce que trop bavardes, ou il y a vraiment une page entière où il y a absolument rien de censurable, mais c'était vraiment que du texte sur toute une page de l'Escadron Suprême, et je pense qu'à l'époque, Lug, ils se sont dit, oh, c'est chiant. on va sauter cette page, hein, parce que là, les gens vont décrocher. Alors que c'est une page, en plus, assez essentielle dans le discours d'un personnage. Et puis, en fait, on passe du début de son discours à la réaction du autre personnage de son discours. Ce qui est assez ardos, puisque c'est un personnage féminin en plus qui dit tout ce qu'elle a sur le cœur, et ça a été complètement coupé au montage dans la version française de l'époque Spidey. Tu l'as évoqué en parlant de charge de travail ou même de passer du temps sur une bulle et tout. Est-ce que tu me racontais un peu la manière dont tu travailles, dont tu t'organises à l'année ou au mois comment tu fais? Ça a beaucoup évolué. Effectivement, Aurélien, il en parlait à un moment, je tenais un blog où je faisais un petit rendez-vous qui s'appelait Perdu dans la translation, où je parlais un peu des écueils sur lesquels j'étais tombé, etc. Et puis sur des conseils, c'est des conseils qui étaient un peu relatifs, parce que j'ai une carrière qui est tellement atypique. Je veux dire, les gens, quand ils me disent comment est-ce qu'on devient traducteur de comics, toujours beaucoup de mal à répondre, parce que moi je suis vraiment passé par la fenêtre. Moi ce que je dis souvent, c'est que il vaut d'abord mieux savoir bien parler français que bien parler anglais, parce que au final c'est en français qu'il faudra écrire, et les gens doivent avoir l'impression que ça a été écrit en français. Donc moi, ce que j'aime pas quand je lis des traductions, c'est de voir des traductions littérales où j'entends la version originale, et que pour moi c'était pas forcément le meilleur angle. Et tu me disais ça, oui, par rapport à la façon dont je travaille. Au début, pour vous dire que je suis vieux, mes premières traductions pour Panini, on m'envoyait par DHL les revues que je devais numéroter donc à la main, donc sacrilège, j'écrivais à la main sur les comics américains, etc. Je faisais ma trad donc sur un texte, il y avait les planches avec le bulle 1, bulle 2, machin. J'envoyais évidemment le fichier, mais en plus, j'imprimais l'ensemble de ma trad, que je remettais dans un DHL
avec le balloon placing, on appelle ça, c'est-à-dire les exemplaires numérotés. Et donc que je renvoyais par DHL à la rédaction à Modène. Donc c'était toute une logistique de malade. Et puis à un moment, on s'est mis au PDF. Et ça, c'était en 2010, 2011, je dirais, un truc comme ça. Peut-être même encore un peu plus tard. Enfin, ça. Et ensuite, voilà, le PDF, c'est beaucoup plus simple parce que je numérote avec ma tablette. J'envoie tout par Internet et puis c'est plus simple. Et une autre chose qui a beaucoup changé par rapport à la façon de travailler, c'est le confinement. Parce que je suis arrivé au confinement un peu sur les rotules, je me souviens, parce que je courais après mes deadlines sans arrêt. Et j'avais cette tendance à procrastiner à mort et à attendre 2-3 jours avant le jour de rendu de la trad pour m'attaquer vraiment au truc. Et du coup, à être systématiquement en retard sur toutes mes trads. Et je sentais que c'était pas bon ni pour moi, ni pour ma vie familiale, ni pour mon travail, parce que voilà, on a tendance à moins bien travailler dans ces conditions. Et en fait, avec le confinement et ces 2 mois, y compris, on a peut-être déjà oublié, mais on a quand même eu 2 mois de parution panique, on sautait à un moment. Et ben, ça m'a permis de me recaler et de me dire, faut plus que je fonctionne comme ça. Et en fait, maintenant, j'ai un planning où vraiment je note un planning par jour où je note toutes les traductions que j'ai avec le nombre d'épisodes qu'il y a traduits, etc. et qui me permet de visualiser l'écart qui me reste non seulement avec la prochaine trad, mais avec celles qui viennent derrière. Là, je sais par exemple que mon mois d'octobre, il va être dense, surtout que mon ordinateur merde plante toutes les 15 minutes, donc c'est très compliqué pour moi en ce moment. Mais l'ordinateur nouveau arrive, j'espère, bientôt. Et me permettra de reprendre un rythme normal, parce que là, c'est une catastrophe. T'écris une page et puis il y a tout qui saute. Donc si vous voulez lire du Marvel Comics, faites des dons à Jérémy, du coup. Parce que sinon, il ne pourra pas. On va lancer le traductoton. D'accord, ouais. Donc par exemple, là, sur octobre, tu vas bosser sur quoi ? J'ai un gros mois en octobre, mais en vrai, il y a pas mal d'albums sur lesquels on travaille très très en amont. Voilà comment on va dire les choses. Et donc je sais que les 2 prochains albums pour lesquels je travaille pour Panini n'ont pas encore été annoncés. Donc je vais pas... Voilà. Oui, les 2. Merci de ne pas me griller la priorité. Donc le prochain, je pense que c'est un truc c'est assez comment on appelle ça, un serpent de mer, en l'occurrence, dont on reparlera quand il y aura le planning jusqu'en juin, parce que c'est un album qui sort en juin. Et puis la suite d'une intégrale où j'ai déjà traduit le premier volume et je dois traduire le deuxième là pour pareil pour le mois d'octobre. Et puis sinon derrière, en régulier, je suis sur toute la partie Avengers de Marvel Comics, tout Ultimate Universe et tout Blood Hunt. Donc déjà ça a fait du travail. Ah oui, effectivement, ouais. Pas mal. Ça, c'est un vrai truc, les intégrales des années 70-80. Ça fait un choc thermique quand on sort des comics d'aujourd'hui qui sont très, qui laissent beaucoup de place au dessin, où il y a peu de narration et tout ça. Et quand on repasse sur Rome, où j'ai dû résumer une 60aine de fois les origines de Rome et où est-ce qu'il habite. Il habite à Clairton, en Virginie occidentale. Je vous le dis parce que je pense que même sur le volume 2, il faudra le redire. Mais par exemple, Rome, je suis assez impatient déjà que le volume 1 sorte et puis de pouvoir travailler sur le volume 2 parce que c'est là qu'il y aura des épisodes qui sont jamais sortis en France. Peut-être qu'on t'invitera au moment où on pourra reparler avec les Chronos de quand ça sortira. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai lu et découvert Rome et j'ai trouvé ça vachement bien. Ah oui, c'est vachement bien. C'est vachement moderne en fait en termes de thématique, mais c'est vrai que la forme est un peu lourde. La narration, c'est-à-dire que faut être honnête. Je traduis la moitié des trucs que je traduis sur ce genre de série ne seront pas lus puisque c'est les résumés des épisodes précédents qui sont en case de narration, etc. Donc quand on lit tout d'un coup, on se retape pas les origines de Rome moi, à c'est chaque la première épisode. Page, en général, voilà. je la zappe. Ouais, mais comme c'est pas dit exactement de la même façon, moi, il faut que je les traduise à chaque fois, quoi. Donc c'est des choses qui, même si je suis très content parce qu'il y a effectivement des choses vachement bien dans Rome et je suis très content je l'ai demandé même de travailler là-dessus. Il m'avait donné le choix. Mathéo, il m'a dit Rome ou Micronautes. Et je suis quand même allé sur Rome pour le côté. Forcément, tous les chemins mènent à Rome. On avait dit qu'on allait rire. On avait dit qu'on allait rire sur ce podcast. Oui, à mes dépens, mais.
Mais voilà, oui, c'est sûr que toutes les séries de cette époque, années 70, années 80, il y a énormément de didascalie, on va dire. On en dit ça dans le théâtre. Mais voilà, c'est les cases de narration sur laquelle, de temps en temps, je reprends les anciens Strange pour voir comment ils s'en étaient sortis là-dedans, où il y avait énormément de virages coupés. Ouais, est-ce que tu l'as peut-être pas forcément dit, mais ton parcours de lecteur, c'est quoi en fait? En fait, j'ai commencé le premier comics que j'ai trouvé, c'était à un aéroport quand j'avais 10 ans, et c'était un recueil de Special Strange. C'était à un moment, il faisait ça. Il recueillait 3 Special Strange avec une reliure à la con qui faisait que tu pouvais même pas les détacher parce que il y avait pas de reliure à l'intérieur. Enfin bref, c'était un carnage. Mais voilà, c'était Special Strange, c'était les X-Men dans leur période où il y a Fatalis, ils affrontent Fatalis et c'est juste après la mort de Jean Grey. Il y a Tornade à un moment qui est enfermée et on sent qu'elle pourrait devenir Dark Tornade, etc. Et donc il y avait ce truc où moi je sortais de Pif et Mickey, et où j'ai pris l'avion avec ça, j'ai lu ça, j'ai senti qu'il y avait tout un tas de trucs que je savais pas qui s'était passé avant, mais il y avait un truc très plus pour les ados, voire les adultes, quoi. Et il y avait un dessin qui était, le dessin de Byrne à l'époque, c'était une révélation, quoi. Et donc en rentrant, je me suis mis à bouffer ça. Et puis j'ai acheté tout ce qui sortait, parce qu'à l'époque, on pouvait imaginer prendre absolument tout ce qui sortait. Aujourd'hui, je conçois que ce soit plus compliqué, mais quand il y avait que les revues kiosques, à l'époque, c'était possible. Et voilà, pendant donc de 10 ans à 98, j'avais 23 ans. De 10 ans à 23 ans, en gros, tous les 2 mois, mes parents me disaient quand est-ce que tu vas arrêter ces conneries. Et un jour, je suis arrivé, j'ai fait, vous savez quoi? J'ai trouvé du travail. Et quand je me suis mis à recevoir chaque mois les cartons avec tous les trucs qui sortaient, mais mon père, il était choqué. Choqué que effectivement, ça ait mené à ça et que il faut jamais lâcher ses passions. Même si on fait d'autres choses et on fait des choses alimentaires. Moi, j'ai de la chance, je fais que des métiers de passion. Je fais du théâtre, c'est passion, et voilà, je suis dans les comics, c'est une passion aussi, donc j'ai vraiment une carrière très agréable, on va dire. Du coup, toi, donc tu l'as dit, tu le dis encore, Marvel ou même d'autres DC aussi, je crois, non ou principalement Marvel? Principalement du Marvel, en vrai, parce que c'est une réalité sur l'univers super-héroïque, j'ai toujours préféré Marvel. Même avant de bosser avec Panini, je me souviens que j'avais des débats à 12-13 ans avec des copains qui c'était à l'époque de Crisis, qui sont complètement bifurqués sur DC parce qu'il y avait eu Crisis. Et moi, franchement, j'étais pas fan. J'avais cette espèce déjà de petite conscience politique que Marvel, c'était plutôt les héros de gauche et que la conception du super-héros d'ici était un peu plus de droite quand même. Voilà, ça c'est un avis qui n'engage que moi et qui n'engage pas. On fera une émission de spin-off. Et n'empêche que quand on a récupéré à un moment la licence d'ici, je m'y suis intéressé. Et de temps en temps, je reviens. J'y reste jamais bien longtemps, voilà, parce que y a quelque chose auquel j'adhère pas chez Batman ou Superman, quoi. Alors que Peter Parker, enfin, j'ai plus envie de les appeler par leur vrai nom, en fait, les super-héros Marvel. Donc j'ai cet attachement-là. Et puis voilà, j'ai ça depuis j'ai 10 ans. C'est un peu une partie de la famille. Mais il y a quand même des choses. Voilà, je viens de traduire Danger Street pour Urban, qui est vraiment un récit qui est indépendant de tout le reste, etc. Et j'ai beaucoup apprécié, déjà parce que j'ai jamais traduit du Tom King, et puis parce que j'ai trouvé que c'était très accessible. T'as même fait l'avant-propos, j'ai vu aussi. Oui, absolument, c'est la première fois qu'il me demande de faire une préface. Ça m'a surpris au départ, ouais. Ouais, et je leur ai dit, mais du coup, je peux faire une préface en tant que traducteur, parce que j'ai déjà écrit plein d'éditos pour Panini, mais je mettais jamais, comme c'était il y a un certain temps, je mettais jamais cette dualité-là en avant. Mais là, en l'occurrence, ouais, carrément, allons-y, etc. Et j'étais content que ce soit sur cet album-là parce que ça a été vraiment une bonne surprise. Je suis très content des choses qu'il me propose, donc je suis assez gâté, on va dire, parce que voilà. Comme je te l'ai dit en off, j'ai beaucoup aimé ta traduction d'Animal Man, justement de Morrison chez eux. Et, merci. J'ai beaucoup apprécié le traduire. Pareil, dans les angles morts, tu vois, des comics, je veux dire, c'est quelque chose dont je connaissais la réputation et qu'en fait, j'avais jamais lu, moi. Et je l'ai découvert en le traduisant et c'est pour l'époque d'une modernité, y compris
par rapport au traitement des animaux, assez dingue, quoi, pour l'époque. Il était très très en avance. C'est pas la Morrison Zouz que je suis qui va te contredire. Et outre Danger Street, du coup, qui est chez la concurrence, en Marvel, c'est quoi ton dernier coup de cœur, en traducteur ou pas d'ailleurs, c'est quoi la dernière série coup de cœur que t'as eu? Alors, je vais commencer par un truc pas traduit par moi, parce que c'est finalement assez rare que je me dise, tiens, parce qu'en général, j'avoue, je lis d'abord les trucs que j'ai traduits pour voir, est-ce que 6 mois plus tard, je suis toujours content de ma trad? Est-ce qu'il n'y a pas eu des bêtises de fait après? Parce que ça peut arriver des fois qu'il y a un mot de changé parce qu'on pense que c'est une coquille et puis en fait non, ça change le sens de la phrase. C'est des choses qui arrivent et chez tous les éditeurs. Et j'ai découvert le Daredevil en fait de Zdarsky que j'étais complètement passé à côté, qui est en plus très bien traduit chez nous aussi. J'essaye de me souvenir qui c'est qui a traduit ça, mais je vais me planter, donc je vais pas. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le premier arc et du coup j'ai commencé à prendre les Deluxe pour redécouvrir ça. Et en ce qui me concerne, Incredible Hulk, la dernière série, elle est vraiment bien. Elle est vraiment très très bien. J'attendais ça. J'avais un peu l'impression que ça allait être une ressucée d'Immortal Hulk. Et puis en plus j'étais un peu échaudé par la série d'avant que Cates a quand même un peu laissé en friche quelque part, mais que Ryan Otley a quand même réussi à boucler, etc. Mais on sentait qu'il y avait d'autres choses au-delà qui étaient prévues. C'était un peu frustrant. Et Incredible Hulk, alors déjà d'un point de vue de traducteur, il y a ce truc que de temps en temps il y a un Hulk écrase sur 2 pages. C'est toujours assez agréable quand on se dit je vais faire un épisode par jour. Et par contre, à côté de ça, il y a les petites histoires en prose à la fin de certains épisodes qui sont assez passionnantes et à traduire et à lire et tout ça. Et l'ambiance de la série, avec en plus les dessins de Nick Klein, est vraiment chouette. C'est un des trucs. J'avais pas du tout fait gaffe à la série quand elle avait été annoncée. Et puis, quand j'ai dû la traduire, je me la suis prise dans la figure. Et c'est vrai que Incredible Hulk et Daredevil de Zdarsky, c'est vrai que c'est 2 des très bonnes séries actuelles de Marvel, quoi. Enfin, Ouais, il y en a eu comme ça. J'ai été vachement agréablement surpris enfin, pas surpris parce que j'adore Kev Walker, mais la série Gardien de la Galaxie, la dernière, en deux volumes. Moi, j'ai bien accroché. Moi, je préférais la Alley-Wing, je t'avoue. Oui, mais bon, Alley-Wing, voilà, on parlait des auteurs auxquels je dis tout de suite yes. Là, je traduis le Immortal Thor de Alley-Wing, je m'éclate. Je m'éclate et alors dans le genre Alan Moore, là, il a un personnage qui vient de débarquer et qui se met à parler en 4-1. Et je m'amuse bien. Ah oui, avec des rimes croisées et tout que j'ai pas repéré tout de suite en plus, donc j'ai commencé à traduire innocemment. Et à un moment, je fais mais ça rime ce bordel. Et donc j'ai remonté tout l'épisode jusqu'au début. Je fais ok, on va reprendre. Et là, voilà, le temps passé grandit, mais en fait c'est assez agréable d'avoir des défis comme ça à relever. Ce qui est fatigant, c'est quand il y a beaucoup de textes, par exemple des fois les intros d'albums à traduire, je dis s'il vous plaît filez ça à quelqu'un d'autre parce que il y a des gens, on leur a filé 4 pages pour faire une intro et ils n'ont rien de précis à dire, donc ils réexpliquent tout ce qui va se passer dans l'album qu'on va lire, etc. C'est très très rébarbatif et voilà, traduire ça c'est pas ce que je préfère. Mais ouais, traduire des choses qui sont compliquées à traduire mais pour des raisons artistiques, ça c'est beaucoup plus motivant. Ouais. Tu as fait Miracle Man ou pas du coup ? Miracle Man, non, je l'ai pas fait. Mais en tout cas, oui, Promethea, il paraît aussi quand je l'ai lu du coup en français là chez Urban, c'est vrai que je me suis dit ouf, chapeau. Ah oui. je me rappelle justement du perdu dans la translation que t'avais fait sur le moment où il y a une double page comme ça qui peut se lire dans les 2 sens, où les bulles peuvent se lire dans les 2 sens. Qui se répond à elle-même. Et celle-là, elle peut paraître compliquée, mais juste avant, il y avait un jeu de mots intraduisible où normalement j'aurais changé de jeu de mots, sauf que il y avait un commentaire sur la façon dont il faisait des jeux de mots. Donc c'était très très compliqué et celle-là, je sais que j'avais galéré très très longtemps avant de trouver, et ça faisait partie des choses il y avait eu une erreur de relecture derrière.
Et du coup, ça avait flingué toute la blague, en fait. Et j'étais pas très content. C'est depuis ce temps que les relectrices m'envoient des mails dès qu'elles ont une virgule à changer sur mes trades. Parce que j'ai été un peu ronchon des fois. Oui, parce que comme tu dis, ça peut arriver, parce qu'en fait, il y a tellement de personnes impliquées dans une traduction et dans un éditorial, qu'en fait, si une erreur humaine arrive, ah bah oui, voilà, elle vient pas forcément que de moi, mais voilà, moi, c'est ce que j'ai dit à un moment, j'ai dit, je suis suffisamment accessible tout le temps pour qu'on puisse me demander, quand on a un doute, est-ce que là, t'as bien voulu dire ça, ou est-ce que c'est un truc, une erreur de cohérence, machin, voilà. Et maintenant, globalement, ça se passe bien. C'est très rare que je retombe sur des choses corrigées sans mon assentiment, quoi. Est-ce que tu rajoutais autre chose, non? Si, je disais au début, j'ai commencé à compter le nombre de pages de traduction et il se trouve que je suis autour là des 95 000. Ce qui veut dire que courant 2025, peut-être début 2026, si ça dépend de ce que j'ai à traduire, mais bon, avec des coups de pavé de Rome, ça peut monter très vite. Et puis j'étais parti sur Astro City aussi, dans le genre où j'attends qu'on me confie la suite, mais je sais pas ce qui se passe. Faudrait que vous m'expliquiez. Et donc je devrais arriver aux 100 000 dans un avenir pas si lointain, quoi. Donc je sais que je vais repérer la 100 000e page qui sera approximative, mais je pense dire dans quel album elle se trouve. Bah écoute, tu m'envoies un mail et je ferai un petit message sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu partager avec nous toute ton expérience, en tout cas de lecteur, de consultant, de traducteur, d'ancien committee manager, grand remplacé. Peut-être, écoute, on se donne peut-être rendez-vous pour une émission Rome Micronauts. Ouais, juste si je finis par faire un peu ma pub quand même aussi du théâtre, parce que j'ai une nouvelle pièce qui démarre début janvier, qui s'appelle Le pire premier encart de l'histoire, qui parle beaucoup de relations humaines et entre autres, et de politique et de l'état du monde et tout ça, mais qui est surtout une comédie. L'affiche, à l'heure où ça se sera diffusé, elle aura sans doute été publiée. C'est David Lopez qui me l'a fait, parce que ça a été la chose qui m'a permis de faire le pont en fait entre le théâtre et les comics, et que je demande à des dessinateurs de comics de me faire mes affiches. T'as eu qui comme dessinateur de comics qui ont fait tes affiches au fil des années? Dans l'ordre du Michael Avon-Oeming, pour une comédie policière qui était vraiment... Powers m'avait pas mal inspiré à l'époque. Il y a eu Stuart Timonen pour À Faune, Derek Robertson pour À Suivre. Et là, j'ai l'affiche, j'ai l'original de l'affiche dans mon salon, et puis les gens, des fois, ils rentrent, ils disent « Ah, on dirait The Boys ». Je fais « Ah, un peu ». Stéphane Roux pour les Frenchies, qui m'a fait une affiche. Et puis Andrea Sorrentino qui avait fait l'affiche de ma précédente pièce. Et là, c'est donc David Lopez qui a fait la nouvelle affiche de cette pièce qui démarrera donc le 2 janvier au Café de la Gare à Paris. Plutôt pas mal comme line-up d'auteurs. Ouais, je suis pas mécontent. Pas dégueu. Merci de m'avoir invité. Et merci à toi, Jérémy. Merci à vous deux, et on espère vous retrouver pour une prochaine émission Made in Panini, du coup. Ça marche. S'il en vous plaît, on espère avoir la prochaine Mathéo pour vous présenter cet homme de l'ombre indispensable à Panini. Et merci à Emmanuel pour le montage. Allez, salut.